Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Lucie Passard et vous ouvre une nouvelle fois les portes du podcast À Voix Libre. Dans ce 8e épisode, nous sommes à Montreuil sur un canapé avec José Rexach. Je l'avais découvert en 2020 lorsqu'il lançait sur les réseaux son projet Umeco. J'adorais déjà ses micro-trottoirs décalés et ce qu'il dégageait. D'ailleurs, c'était l'un des premiers invités que je tenais alors à rencontrer. Le temps a passé, comme on dit, et je l'ai redécouvert suite à son reportage pour Blast lors des événements de Sainte-Soline autour des méga-bassines. Je me suis dit que cette fois, il fallait vraiment que je l'appelle, et nos partages m'ont éclairé à bien des égards. Nous avons en particulier pu parler de son parcours, du monde médiatique et des violences policières. J'aurais aimé que nous puissions avoir 1 heure de plus, la discussion étant tellement passionnante que j'en ai oublié la moitié des questions que je voulais lui poser. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir Sa Voix Libre avec votre café, et pardon pour avance pour les quelques fois vers la fin où je tape dans le micro, pour vous dire à quel point la conversation était exaltante. Bonne écoute. Hola José. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal bien? Je crois que c'est ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Merci de me recevoir chez toi en région parisienne. Moi, comme j'aime bien les interviews qui piquent un peu, je vais commencer par te demander, est-ce que c'est pas contradictoire finalement de porter toutes tes idées militantes et d'être un vrai Parisien? Ça tire à balles réelles pour la première question. C'est ça. Non, enfin, il y a un côté où, bien sûr, par exemple, moi, je prête beaucoup d'importance à la reconnexion avec la nature. En plus, j'ai quitté Madrid quand j'étais jeune et j'ai vécu en France, en Saône-et-Loire, donc c'est en pleine campagne. C'est dans la Bresse française. On m'appelait José là-bas. À quel point J'aime bien José. Mais José, ça a plus de classe. Bah, c'est plus mon prénom, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que je suis un peu en contradiction sur ça. Après, quand tu fais un projet, que tu rencontres des gens, on parlait tout à l'heure du fait que les gens regardaient leurs pieds, qu'ils parlaient pas, etc. Je suis en train de me dire de quoi ils parlent, tu vois, ils regardaient leurs pieds. Dans le sens où ils sont pas bienveillants, ils vont pas aller vraiment. Qu'à Paris, ouais, c'est. Bah ouais, c'est vraiment soi-même, quoi, vraiment égoïste, etc. Et en fait, je le ressens, mais pas tant que ça, parce que j'ai quand même une bulle, moi. Et je me suis créé une bulle depuis que je fais mon projet, du moins. Et avec cette bulle-là, en fait, c'est que des gens comme moi, genre des gens ultra bienveillants, qui communiquent de ouf, qui sont solidaires, qui pensent aussi à l'autre avant soi, en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à, on va dire, rester dans ma ligne. Ouais, mais moi c'est ça que j'aime pas justement à Paris, c'est l'impression que tout le monde s'est créé une sorte de bulle et que les bulles elles sont complètement déconnectées les unes des autres. Après, dit-elle en habitant à Bordeaux Centre, ce qui n'est pas mieux, mais je sais que moi Paris, j'y ai fait mes études et vraiment c'était, je peux pas vivre là. Vraiment je ne comprends pas le fonctionnement, l'organisation et j'avais l'impression que oui il y avait cette déconnexion et mon rêve ce serait plutôt qu'on envahisse des villages avec justement des personnes qui portent des projets comme le tien, d'autres entrepreneurs, des artisans, des agriculteurs et des gens évidemment du spectacle, du cinéma, ça ce serait chouette. Si on pouvait faire le projet que je fais par exemple en pleine campagne, je le ferais. Et tu vois, c'est là où je vais te dire que moi par exemple, j'accepte pas de jouer le jeu de venir à Paris alors que je pourrais trouver du travail hyper facilement dans les médias et dans la culture et que du coup je galère parce que je veux pas jouer ce jeu-là et je me dis que si on commence à être une dizaine de trentenaires comme ça à descendre et à prendre le même village et on s'installe là-bas, ça ne peut que fonctionner. Mais du coup c'est bien, je me dis que t'es la première personne que je vais pouvoir convertir à mon idée. J'ai déjà trouvé des villages. Je ne quitterai pas Paris. Non, je rigole. Dis-moi quel village. Najac en Aveyron par exemple. On m'en parle beaucoup, c'est un village où il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de personnes du milieu du cinéma qui sont déjà installées là-bas. Du coup moi ce qui m'a interpellée en fait dans ton parcours, il est assez similaire au mien, c'est il y a comme un switch, tu vois, un peu vers les 25 ans. Toi t'étais un vrai Parisien, tu l'es toujours mais tu vois tu étudiais à la Sorbonne et t'avais commencé je crois une carrière salariée assez traditionnelle quoi. Et à un moment, ça switch, tu deviens entrepreneur, tu fais ce média assez innovant, et t'es même bénévole dans d'autres collectifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, José ? Est-ce que c'est un déclic soudain, ou c'est tout un apprentissage lent ?
Mais raconte-nous ta vie. Oui. Alors, en fait, bon, je suis pas un vrai Parisien. Je suis espagnol. Je suis né à Alicante. Oui, c'est vrai. Après, je suis parti à Madrid. Donc déjà, même en termes de culture, c'est pas la même chose. Je suis quelqu'un d'ultra ouvert. J'adore je dis pas que les Français ne le sont pas. Je suis désolé, mais on est vraiment, on promeut vraiment l'amour, l'échange. C'est-à-dire que tu vas aller acheter un truc en Espagne, ils vont dire ça va mon chéri. Enfin, ça, ici, tu fais ça, tu te fais attaquer quoi. C'est juste pas possible. On te regarde de haut en bas, tu vois. Bah tu sais quoi, moi je suis partie vivre aux États-Unis et du coup quand tu vas acheter un truc, même une baguette, il y a toujours le truc de c'est hey, how are you today quoi. Et quand je suis revenue en France, hey, allez dégage. Je suis revenue à Paris et j'étais là genre et je me rappelle, j'étais allée dans une boulangerie et par réflexe bonjour, vous allez bien? Et le mec m'avait regardé hyper bizarrement. Donc ça c'est une insulte ici, bonjour. Non mais bref, et donc du coup je suis arrivé à Paris. Bon, j'ai fait la campagne comme j'ai dit, j'ai fait Dijon, après j'ai fait Annecy et après je suis venu à Paris. Donc quand même j'ai quand même aussi une autre éducation que celle de Paris. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé ici... Mais pourquoi Paris? Pour les études? Ouais, et puis j'ai souvent suivi mon meilleur pote parce que c'était un peu mon lien en France, on va dire, même si j'avais ma famille et que je voyais qu'il voulait réussir, qu'il faisait des études qui pouvaient me plaire, et donc du coup, j'ai un peu toujours suivi. Et d'ailleurs, c'est toujours mon meilleur pote à fond. Il a créé un média qui s'appelle Interlude. C'est un média de hip-hop, petite pub. Non, mais en même temps, j'aime bien le dire parce que si Meko est là, c'est aussi peut-être pour ça. Tu vois, je me dis qu'il a dû semer des graines dans mon petit crâne. Et donc, du coup, quand je suis arrivé à Paris, en fait, j'ai vu du jugement. J'ai vu des gens aigris, pas heureux. Enfin, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui vraiment, normalement... comment tu veux être heureux? Il pleut tout le temps. Non, mais aujourd'hui, alors qu'on est le 2 août... c'est vrai. Mais voilà. Et donc du coup, j'essayais de vivre cette vie parisienne. Alors j'ai jamais jugé une personne, mais j'ai traîné avec des gens qui jugeaient des gens ou des choses comme ça. Tu vois, il y avait beaucoup de ce jugement malsain et même d'autres problématiques. J'appellerais même ça des traumatismes que ces gens vivent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément très très bien. J'étais pas du tout sensible à ces sujets, donc quand je dis ces sujets, c'est tout ce que je fais maintenant, tout ce qui est écologique, humanitaire, même animal. Et en fait, mon déclic, j'en reviens, c'est que j'ai fait mes études et j'ai travaillé pendant plus de 6-7 ans à Paris. Beaucoup de traduction, j'ai fait du tourisme, j'ai fait d'hôtellerie, j'ai fait des jobs étudiants, ça peut être la poste comme n'importe quel job. En fait, j'ai fait vraiment plein de jobs. Et du commerce, j'étais dans des magasins de sport, enfin bref, j'ai fait énormément de trucs. Et oui, ce que j'adorais le food, enfin j'aime encore un peu, mais bon, avec maintenant ma conscience, j'ai un peu plus de mal à accepter par exemple la Coupe du Monde et tout ce qui se passe derrière le foot et tous les lobbies qu'il y a derrière. Mais bref, on s'en passe. Et mais c'est intéressant parce que plus tu dis de choses, plus je me dis à quel point ton parcours et ce que tu dis c'est similaire au mien, mais j'aurais pas le temps de développer. Mais c'est pareil. Dans l'épisode hors série que j'ai fait, mon Alex qui monte le podcast dit à un moment, c'est vrai que j'ai eu du mal à te suivre dans ta vie, t'as fait tous les petits boulots possibles et inimaginables et j'ai pareil ce même attachement au foot mais que je ne suis plus aujourd'hui. Voilà, mais j'ai fait classe foot en 6e et 5e. Oh. Juste j'étais la seule fille et du coup j'avais jamais la balle. Oh non, ça c'est ap. Par contre, Non, t'inquiète, mais j'étais en centre de formation et tout, moi, j'étais vraiment dans le foot et tout. Je me suis entraîné avec l'ex-champion de France de course en montagne, c'est devenu un ami qui lui est devenu CRS. Je t'en parlais tout à l'heure et si tu veux, je te raconterai sa vie, mais bon, on va peut-être pas avoir ce côté engagé ici, je sais pas, tu me diras. Et Mano, il l'est plus du coup, pour des raisons que je comprends tout à fait. Et donc du coup voilà, donc du coup j'ai travaillé etc. J'avais pas mal d'argent parce que avec mon meilleur pote justement on avait un petit studio à Bièvre dans le 91 où on payait 350 € à deux, donc c'était que dalle, genre c'était vraiment rien du tout. Et du coup ce qui nous permettait, quand tu gagnais du 2000-3000 € par mois, ça dépend du mois, en fait t'étais trop bien, tu vois. Donc du coup j'ai énormément voyagé, j'ai consommé tout ce qu'il fallait consommer, j'avais tous les derniers gadgets. Bon, j'étais pas le mec qui allait faire la queue devant Apple, hein, bien sûr. J'étais pas ce gars-là, mais un an après j'ai acheté cet iPhone-là par exemple, tu vois. Enfin, j'étais vraiment dans la consommation. En fait, on nous apprend à travailler, on nous apprend à aller acheter et à consommer tout le temps quoi, à 24. Et donc du coup, j'étais vraiment dans ce milieu-là, et en fait à un moment donné, déjà quand je suis arrivé à Paris, j'étais un peu choqué par la pauvreté. C'est-à-dire que t'allais dans un bar, t'avais des gens qui te demandaient des roses, qui te demandaient de l'argent. Et après, par exemple, t'allais dans la rue, tu voyais des gens qui t'emmenaient dehors, etc. Je l'ai vu ça ce matin en prenant le métro et c'est vrai qu'à chaque fois ça me met mal quoi.
Ouais. Et t'avais un monsieur, je pense la soixantaine, qui passait comme ça, même à voix basse, en disant est-ce que quelqu'un peut m'aider, même un petit geste, machin, et ça me fendait le cœur. Et vraiment, ça fait aussi partie des choses qui font que je me sens pas de vivre à Paris. Mais moi, ça m'a aidé pour sensibiliser. Donc d'un côté, tu vois, c'est grâce à ça. Par exemple, je voyais pas des enfants dormir dehors au début. Et après, j'ai vu des enfants dormir dehors. Et en fait, je passais du côté de est-ce que j'y peux quelque chose? Ben en fait, non, j'y peux rien. J'y peux rien, c'est pas de ma faute, etc. Je suis impuissant, à part leur donner un peu d'argent ou de la bouffe. C'est ce que je faisais. Je peux rien faire. À un moment donné, quand je voyais qu'il y avait pas un enfant, mais il y en avait 3 que je voyais dormir dehors la nuit et tout, moi, franchement, je suis désolé, mais comment tu fais pour être bien dans ta peau et quand t'es dans ta propre bulle? Parce que j'étais dans cette bulle que tu disais, d'ailleurs, je la ressentais, cette bulle. J'ai senti la crever, cette bulle, tu vois, et qu'elle explosait. J'appelle ça, en fait, ouvrir une fenêtre. Genre, t'ouvres les volets, une fenêtre, et là, tu vois un autre monde, tu vois. Je l'ai vraiment ressenti, ça. C'était un des plus beaux jours de ma vie, d'ailleurs, quand j'ai ouvert ces volets. Et en gros, bah, comment tu fais pour vivre bien dans ta vie? Tu rentres de ton taf, tu fais pas un taf ultra difficile, parce que franchement, la traduction ou même le tourisme et tout, ça, c'est cool. Tu rentres, tu vas rejoindre ton ex, tu vas manger sushi tous les soirs et en regardant Netflix, et en fait en bas de chez toi t'as des enfants de 7 ans qui dorment dehors. Comment tu fais pour être ok avec ça, tu vois? Et à ce moment-là, je me suis dit ok, j'y peux rien, mais par contre le gouvernement là, il met de l'argent pour de la publicité, il met des milliards d'euros, il met des milliards d'euros pour le militaire, il met des milliards d'euros pour ce qu'il veut en fait. Et en fait je me suis dit mais pourquoi il met pas des millions ou même des milliers s'il faut pour la pauvreté dans Paris déjà, parce que bah moi je voyais dans Paris, bien sûr après maintenant j'ai la conscience que c'est en France hein, et qu'il y a énormément de personnes un peu de partout, mais pourquoi ils mettent pas l'argent pour ça? Parce que ça rapporte pas, bien sûr. Il y a plein de choses contradictoires et tu les vois beaucoup ici, ne serait-ce que le fait qu'il y ait encore des panneaux lumineux, qu'il y ait encore des panneaux publicitaires et autant en fait dans Paris. Quoi, la crise énergétique là. Ouais. Qu'on nous demandait d'éteindre les lumières, etc. Mais c'était ça, en fait, toi, tu dois te restreindre, tu dois faire attention, et à côté de ça, on aurait pu faire des tas d'économies, en fait, sur les panneaux publicitaires, et les magasins. Moi, c'est là où j'avais suivi quelques actions sur Bordeaux, et en fait, la seule répercussion que ça a eu, c'est qu'on a eu un militant qui s'est retrouvé 44 heures en garde à vue pour avoir essayé d'enlever l'affiche d'un panneau, quoi. Mais du coup là t'as plus parlé en fait du côté social, mais le côté écologique il arrive en même temps ou c'est plus tard Non, en fait c'est ça moi qui m'a vraiment touché, c'est ce côté humanitaire, cette inégalité, cette souffrance que ce système peut construire, on va dire, ou développer. Et du coup à un moment donné, au bout de 10 ans, je me suis dit mais attends là on gère pas le problème, il s'empire. Après tu vois des gens au tout début dans Paris, enfin vraiment il y a 7 ans, je voyais pas des gens drogués dans le métro, bourrés ou vite fait bourrés peut-être, mais là maintenant t'as des gens qui dorment dans le métro qui sont totalement drogués en fait. Et ça c'est signe qu'un système est ultra malsain, pendant qu'à côté c'est pas pris en charge parce que ça devrait être tout le monde devrait avoir le même accès aux soins et la drogue étant quand t'es accro à une drogue, étant une maladie, tu devrais pouvoir avoir accès aux soins. Et ça, c'est difficile pour quelqu'un qui est inséré dans la société, et je le vois au travers d'un proche où c'est déjà très compliqué. Donc pour ces personnes-là, il y a pas du tout de possibilité en fait de s'en sortir. Il y a une association que j'adore avec qui on a fait des partenariats, et je pense que les pseudo partenaires amis vraiment depuis le début, je les connais avec Umeco, c'est Entourage. Et Entourage, ils ont créé LinkedOut, c'est comme LinkedIn, mais c'est justement de la réinsertion de personnes qui peuvent pas j'ai oublié le terme, en situation précaire. Donc du coup, ils vont vraiment aller essayer de les aider. Ils ont fait une application où on peut aller aider des gens, leur parler en fait, juste leur laisser de faire de la réinsertion sociale, tout simplement. Mais tu penses pas que c'est aussi les petits boulots que t'as fait? Tu m'as dit postier, il y a eu aussi, je crois, l'usine. Moi, il y a eu, tu vois, dans ma vie, j'ai fait du centre d'appel, j'ai fait hôtesse sur les événements sportifs, plein de choses comme ça. Et finalement, ça te donne aussi une conscience du travail. Et ça te montre aussi à quel point, finalement, parfois, c'est absurde. Parce qu'en plus, tu travailles, pourquoi? Pour consommer des choses dont tu n'as pas besoin. Ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a fait penser à un ancien pote à moi qui ne comprenait jamais ma vie. Il me disait, mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec ton podcast, avec le militantisme, avec tout ça. Il me disait, trouve-toi un petit travail, trouve-toi un petit mec, et puis voilà, et tu rentres chez toi, tu te fais un petit Netflix, et ta santé mentale, ça ira mieux, tu vois, parce que bon,
C'est vrai que parfois elle est pas toujours là, et je l'ai regardé et j'ai dit bah non. Et je comprends pas comment lui il arrive à faire ça. Bah, je pense qu'il est pas heureux. Mais je pense que si en fait lui il s'est adapté à cette vie, c'est plutôt je lui ai dit mais quand tu vas mourir, ça va être quoi un peu ta contribution au monde? Ouais, mais c'est ça. En fait, sa vision, je l'avais avant, puisque je viens de te dire que c'est ce que je faisais. Quand je dis qu'il est pas heureux, ou du moins qu'il connaît pas le vrai bonheur, je sais que ça dépend de chacun, mais je pense quand même même si ça dépend de chacun, je pense qu'on est un peu tous fait quand même pareil, tu vois, l'humain est fait pareil. Et le moment où j'ai vraiment percé cette bulle, que j'ai vraiment compris, que j'ai eu conscience des choses, mais vraiment, c'est pas je sais la chose, c'est vraiment j'ai la conscience je comprends tout de cette chose. À ce moment-là, et que tu veux agir, quand t'arrêtes d'agir, enfin quand t'arrêtes de ta vie comme ça et que tu veux justement agir pour cette vie, à ce moment-là tu ressens un vrai bonheur. Et quand je te dis un vrai bonheur, c'est que je me suis jamais senti aussi heureux de ma vie. Et pourtant je croyais être heureux aussi, et je pensais l'être, ou j'en sais rien. Je devais kiffer la vie actuelle, mais vraiment là, une chose ultra puissante, c'est comme, je sais pas, c'est une ouverture de l'esprit, je sais pas trop comment le dire, mais c'est des émotions que tu ressens jamais. C'est 10 fois mieux qu'un jouissement, genre je sais même pas comment pouvoir le dire. Non mais c'est un truc en plus qui reste en toi toute ta vie après. Et ben ça je le ressentais pas avant. Et je pense que on est un peu tous fait pareil, et dans cette question est-ce que c'est parce que tu te sens utile, tu te sens existentiel, monde, de sens, ouais. T'as trouvé du sens. Bien sûr. Ça a été des questions. Bon après là je t'enlève plein de passages de ma vie quand j'ai eu mon déclic et tout, mais après mon déclic, quand j'ai tout arrêté du jour au lendemain et que je suis parti chez moi pendant 6 mois, je me suis posé plein de questions, dont mais attends, j'ai qu'une seule vie, parce que je commence à avoir de la conscience envers l'humanitaire. J'ai vite relié à l'écologie grâce à l'huile de palme, et aux animaux grâce à l'huile de palme, parce que les trois sont très liés. T'as des problèmes sociaux, écologiques et animaux. Et donc tu comprends qu'en fait les trois liens sont juste mais ça va ensemble. Bah oui, d'ailleurs quand on dit humain, c'est con parce que on fait partie des animaux, on fait partie de la vie, donc il faudrait même pas dire ça. On fait partie de la nature, c'est un vrai problème. L'écologie, c'est un tout. Et donc du coup quand j'ai compris ça et que j'ai vu que en fait le système il marchait que par économie, par intérêt, bref, par des choses comme ça où tu faisais profiter l'argent avant la vie en général sur Terre. J'ai compris que en fait ma vie n'avait pas de sens, et donc du coup à ce moment-là je me suis posé la question de j'ai qu'une seule vie là. Imagine je meurs dans 3-4 ans, j'ai un cancer, j'en sais rien, et je suis sur mon lit de mort, et là t'as ma mère qui vient et me fait bah alors ça mon chéri, t'as aimé ta vie, parce que voilà on en a que une, enfin j'en sais rien, tu vois, bon c'est un peu glauque ça me dit ça, mais imagine toi ça, et tu dis quoi ta mère? Bah ouais j'ai adoré, j'ai fait du foot, j'ai été bienveillant, j'ai eu des copines, j'ai fait plein d'achats, j'ai eu le dernier iPhone. Mais ouais, où est l'intérêt? Même si ok il y a de l'intérêt, mais où est l'intérêt à part personnel? Il y a pas d'intérêt. Comment dire, mais même personnel, il y en a pas, parce qu'en fait une fois que t'as quelque chose, tu vois, il y a un peu ce truc où non mais c'est égoïste. Il y a un truc de résilience aussi, et de je sais plus quel est le terme pour dire ça, mais en fait l'humain c'est un éternel insatisfait, et moi je sais qu'à un moment donné quand je me suis retrouvée sans logement et que vraiment j'étais dehors à dormir dans ma voiture chez des potes et tout, je m'étais dit plus jamais si demain j'ai un logement, même si c'est une petite chambre ou quoi, plus jamais je me plains. Quand j'étais hospitalisée aussi, et j'en parle dans l'épisode 4 où je dormais pas, je m'étais dit le jour où je suis en capacité de retrouver un sommeil, plus jamais je me plains. Et en fait on a toujours ça, et on rêve souvent d'acquérir des choses ou de faire des choses. Quand on les fait sur le moment, on les a tellement attendues que pareil, je crois qu'il y a un phénomène psychologique qui fait que finalement tu le vis pas aussi fort que tu l'aurais pensé. Et finalement, tu vas toujours trouver quelque chose de nouveau que tu peux acheter ou améliorer, ou une nouvelle déco que tu peux mettre chez toi, un nouveau vêtement, et tu seras jamais pleinement satisfait. Donc autant s'en détacher en fait assez rapidement. Ouais, mais ça les gens le voient pas comme ça. Mais t'as raison. Mais quand ça s'appelle c'est la consommation. Et enfin, c'est le but de la consommation, c'est le but des pubs, des ventes, c'est qu'il y a toujours mieux, t'as toujours un nouveau truc à acheter, ton truc maintenant il est même plus à la mode, enfin etc. tu vois. Et on se rend compte aussi souvent que ça sert pas à... Enfin il y a beaucoup d'objets qui nous entourent qui n'ont aucune utilité. Bah la plupart. Moi je pense que la plupart. Quand on dit utilité, c'est que toi tu parles d'objets vraiment vitaux, enfin on en a vraiment besoin. Oui, mais après tu peux avoir quelques éléments de déco, mais il y a plein de gadgets aussi. Je trouve ça remplace finalement des choses que tu pourrais faire manuellement ou comme tu faisais autrefois, et de manière beaucoup plus
raisonner. Tu vois, avant, on savait faire son potager, t'avais une tache sur ton t-shirt, tu savais faire avec ce qu'il y a déjà dans la nature. En fait, la nature, elle est déjà parfaite et incroyable. Normalement, elle a tous les nutriments, elle a tous les ingrédients pour que tu puisses parer à n'importe quelle situation. Et voilà. Ouais, mais je sais plus de quoi on parlait. Non, mais je pense qu'on va enchaîner un peu sur Umeco, parce que sinon, je pense que j'ai déjà capté, je pense qu'on est un peu pareil et on peut dériver longtemps. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, ce qui s'y cache en coulisses aujourd'hui, comment tu l'as fondé? Okay. Voilà. Mais du coup, j'ai eu ce déclic par le biais de l'humanitaire pour faire la petite passerelle. J'ai regardé un film qui s'appelait Capharnaüm qui m'a vraiment quand je suis sorti de ce film, j'étais en mode ah ouais, mais en fait je peux plus vivre ma vie de consommer dans ma bulle, etc. et en ayant la conscience que du coup il y a des jeunes qui souffrent. Capharnaüm, je sais pas si tu connais, c'est un Libanais de 7 ans qui porte plainte contre ses parents pour l'avoir mis au monde, parce que là-bas les parents utilisent leur enfant pour avoir de l'argent, donc c'est une histoire assez forte. Il a fait de la prison et tout, c'est une histoire vraie. Il a été fait par 2 journalistes. Et en gros, après cette sortie, en fait, je suis tombé en larmes et je me suis dit, j'ai vu mon ex, j'ai dit, écoute, faut que j'arrête tout. Donc c'était même une autre histoire. Ça fait trop bien. J'adore les trucs comme ça, tu sais, genre, ah ouais, vraiment. Les changements, radicaux. Je suis en plein dedans en ce moment, c'est pour ça que je dis ça, mais genre, Voilà. Du coup, j'ai arrêté ça, j'ai arrêté mon job, j'ai même arrêté avec certains amis, mais sans le vouloir, c'est juste que je me suis enfermé pendant 6 mois, du coup, pour essayer de comprendre. Donc, je voulais faire de l'humanitaire. Je me suis inscrit à une école qui s'appelle Bioforce. Sauf que ça mettait plus de 6 mois de réponse et moi, je venais tout lâcher. Et du coup, j'étais, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est là où l'idée du Umeco va venir. Et je me suis dit, mais en fait, William, son projet, il est cool parce qu'il parle à pas mal de gens. C'est du hip-hop, c'est cool, c'est un peu, tu vois, c'est hyper chill, c'est ouvert. Les gens, ils aiment bien ce genre de flow. Ouais, de vibe, exact, tu vois. C'est ultra léger, c'est pas comme ça. Et en fait, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi moi, l'éducation française, elle m'a pas appris tout ce que je viens de comprendre? Pourquoi mes parents ne me l'ont pas appris? Bon, ils étaient pas sensibles. L'éducation française, j'imagine, c'est une question d'argent ou de lobby, je sais pas. Pourquoi dans les médias on en parle pas? Bah c'est simple, le conflit d'intérêts, tous les milliardaires qui ont racheté tous les médias, voilà. J'en avais même pas la conscience. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourtant je regarde BFM, CNews, j'aime bien dire ça. Je regardais pas forcément ces médias, mais j'aime bien critiquer ces médias. Et j'en regardais 2-3 et je me dis, même TF1, et je me dis, mais attends, ils parlent pas des vrais sujets, tu vois. C'est vrai qu'ils parlent beaucoup de plage et tout, mais pas du réchauffement climatique, pas de... Mais encore aujourd'hui, si tu veux, tu regardes, ils font des reportages sur la chirurgie esthétique, les influenceurs, et les bateaux de croisière. Et ça n'a pas changé. Ouais, ça n'a pas changé. Bah, c'est pour ça que je dis, en fait, j'ai même un peu d'avance. Bon, maintenant, on est beaucoup. Et du coup, je me suis dit ça. Et en fait, je me suis aussi un peu remis en question. Je me suis dit, mais en même temps, ces médias-là, peut-être parce qu'ils racontent de la merde et je m'en fous et c'est pas intéressant. Mais je me suis moi-même pas trop intéressé, en fait, à aller, justement, pourquoi pas lire un journal ou pourquoi pas aller vraiment regarder d'autres médias. Et je me suis dit, pourquoi? Et je me suis dit, bah, c'est simple. Moi, je suis jeune. En plus avec tous mes potes proches, etc. Tu vois bien avec le petit flow rap, etc. Donc tu vois c'est très ouvert, c'est pas la même façon de communiquer. Et je me suis dit en fait il faut ramener ce côté-là sur des sujets ultra problématiques, ou politiques, dont l'écologie, l'humain et le social et l'animal. Puisque je peux pas parler de l'un sans l'autre parce que sinon ça fait un peu que pas une fake news mais je dis pas tout en fait. Mais il y a une phrase pour dire ça mais là je l'ai pas en tête, je la retrouverai. Umeco. Umeco. Si tu lis pas l'écologie au social, si tu oublies la dimension sociale dans tes combats écologiques, et je ne sais plus ce que c'est, tu vois. Mais la fin de la phrase. Mais en gros, oui, mais ça prend du temps de comprendre que l'un ça va pas sans l'autre. Mais il y a beaucoup de gens qui le savent pas. C'est que l'écologie va dans tout. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a certains mouvements qu'on qualifie d'écologistes radicaux, où on va te dire, oui, c'est des mouvements de blancs bobos issus des grandes écoles urbains. Et en fait, parfois, c'est pas faux, parce que t'en as plein, en fait, dans ces milieux-là, qui fonctionnent avec leur... comment dire, sans prendre la dimension sociale. Et donc, ils ont plein de bonnes idées du style, on enlève toutes les voitures. Oui, mais tu vois... moi, j'ai de la famille et des amis qui sont dans le Lot-et-Garonne. Va essayer de te déplacer là-bas sans voiture. Il n'y a pas déjà les solutions pour toutes ces personnes-là qui sont pas dans les villes, pour les personnes qui n'ont pas forcément fait d'études. Voilà, et donc il y a cette dimension sociale à prendre en compte. Et même moi,
je pense que c'est l'inverse de toi. Je suis plutôt arrivée d'abord par les combats. Enfin, d'abord plus moi c'était le droit animal, après l'écologie et et toutes ces questions sociales et de justice sociale, elles sont arrivées beaucoup plus récemment. Okay. En lisant Umeco d'ailleurs. Trop bien. Et d'autres choses comme Blast où tu travailles aussi. Oui, c'est vrai, je l'ai pas dit. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, je travaille chez Blast quelques jours par semaine, mais t'as jamais fait de formation de journaliste, en fait. T'es complètement autodidacte. Bah ouais, non. Bah là, en fait, c'est 6 mois où je me suis enfermé, je me suis auto-formé. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis posé ces questions, je me suis dit, ok, faut faire un média chill, drôle, qui ramène ces sujets sur la table, tu vois, et on en parle avec humour mais avec du sérieux parce que c'est un vrai problème. Et en fait je me suis dit ok, maintenant je me suis enfermé, j'ai lu des articles, j'ai eu des burn-out ou pas des burn-out mais tu sais des trucs, des downs où tu dis ah ouais attends, comment je peux faire pour vaincre l'industrie pétrochimique, tu vois, c'est impossible, genre moi tout seul je me suis dit c'est impossible, c'est un système entier, genre c'est triste, et du coup là tu chiales ta race et tu dis bon heureusement tu t'endormais le lendemain et t'étais reparti d'attaque, mais j'ai vraiment ressenti plein de trucs comme ça. Et donc du coup je me suis dit ok, maintenant je connais les sujets, maintenant je fais quoi? Il faut que j'en parle aux gens. Donc comment je peux en parler? Donc par le biais des réseaux sociaux, parce que en 2019, fin 2019, 2020, même maintenant, on est tous sur les réseaux. Donc je me suis dit il faut vraiment que j'aille toucher le plus de gens possible, même si j'aime pas les réseaux dans le sens où ça nous plombe et ça nous met dans une bulle justement où on est juste nous entre nous quoi. Et donc du coup je me suis dit je dois monter, donc je dois monter et des photos, donc des images, donc grâce à 2-3 logiciels, je vais pas en faire de la pub même si on travaille avec, et des vidéos, et donc du coup je me suis entraîné comme ça tout seul avec des tutos sur YouTube, je me suis juste entraîné et petit à petit j'ai fait ça, et au bout d'un moment je me dis ok maintenant tu sais gérer le truc, t'as déjà fait du contenu, je l'avais fait genre 2-3, et maintenant va sur le terrain, et t'as un micro celui de ton pote, il l'a passé, et va interviewer des gens qui souffrent en fait de choses, parce que c'est ces gens-là qu'il faut aller voir. Pourquoi tu souffres? Pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es comme ça? Et après t'as peut-être des gens extrémistes ou alors ils sont perdus. Tu peux toi après l'interpréter comme tu veux, mais par contre la plupart du temps il y a des problèmes. Et du coup j'ai été voir les assos écolos on va dire, qui traitent les sujets écologiques, et là c'est pas forcément des gens. Ce qui est bien c'est que c'est pas forcément des gens qui souffrent par eux-mêmes. À part les passoires thermiques par exemple, mais il n'y en avait pas comme moi il y en avait mais on n'en parlait pas quand moi j'étais vraiment quand je débutais, mais il y avait des problèmes en fait des gens s'inquiétaient pour d'autres personnes, et en fait ça m'a vraiment touché. Et donc c'est comme ça un peu que je suis devenu pseudo-journaliste terrain, reporter, où j'allais vraiment interviewer des gens, après je faisais mes montages, je faisais des vidéos etc. avec, et puis comme ça pendant 2 ans, et en fait j'ai aidé je sais pas une dizaine d'associations dans Paris, que ce soit pour les animaux, pour surtout l'écologie et l'humain. J'ai fait plein de maraudes et tout. Et pendant 2 ans, j'ai fait du bénévolat vidéo avec ces associations, et c'est comme ça qu'Umeco est créé, c'est comme ça que je me suis fait un nom, avec le petit logo et tout, tu vois, j'avais quand même tout travaillé la charte avec des amis, etc. Et voilà, je me suis lancé comme ça tout seul. Un peu un influenceur qui essaie de se lancer. Sauf que je voulais en faire un média parce que je voulais pas trop la fame. Maintenant, je vois que j'ai de plus en plus de mal à gérer un média. C'est compliqué. Parce que t'es plus tout seul. Et quand t'es plus tout seul, il y a d'autres personnes dans l'équation. Ouais. Et il y a de l'humain. Exact. Et il y a des relations humaines. Et c'est comme même comme dans les groupes militants. Ouais. Tu vois. Mais du coup, je perds pas du temps. Je dis pas que je perds du temps, et je suis trop content d'avoir une équipe. Mais du coup, tu dois te focaliser sur d'autres tâches. Alors que ce qui marchait le plus, c'était ce que moi je renvoyais par exemple. Et tu peux plus aussi tout faire toi-même et tout vérifier et tout, tu vois. Non, je peux pas. Ça t'échappe. Ouais. Donc après j'ai bien organisé l'équipe. Là on a une nouvelle équipe qui est top. Vous êtes 4? Ouais, on est à peu près 4 là. Il y a du coup Colline, il y a Mathilde et Marie. Ok. Voilà. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait 4 mecs chez Umeco. En fait, non. J'avais une première équipe au bout d'1 an qui est arrivée, qui est restée 1 an et demi. C'était Raphaël et Axel, et ils sont poursuivis. Et puis du coup là j'ai une nouvelle équipe, et là on est 4, donc on est plus. Puis là on structure pas mal. Là on se focalise beaucoup sur le financement et tout ça, donc on poste moins. Limite c'est moi qui, quand je vais sur le terrain, je fais mes petits trucs. Mais voilà, puis l'année prochaine normalement ça va vite grandir. Avec la rentrée sur Twitch, on a un monteur alternant qui arrive, donc je réussis pas parce que normalement c'est moi qui monte aussi, enfin tu vois, je fais énormément de trucs. Si tu acceptes de venir à Najac au lieu de Paris, je postule. Je peux pas parce que qui va courir toutes les actions à Paris? Mais tu prends le train. Et la fibre là-bas?
Bah, il y a la fibre partout. Il y avait même la fibre quand j'habitais dans un village dans le Lot-et-Garonne où on était 100 personnes. Oui, parce que en fait, ils l'ont installé à ce moment-là et ça ne va absolument pas intéresser les auditeurs. Mais du coup, oui, parce que ils l'ont creusé pendant plusieurs mois devant chez moi. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses du journalisme d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours quand même dans l'idée de quatrième pouvoir, de contre-pouvoir? Si tu prends un peu là avec du recul, le PAF comme on dit, le paysage, il a été contourné le pouvoir. Enfin, le paysage audiovisuel français, le paysage médiatique français. Quatrième pouvoir carrément, mais s'il a été pseudo racheté par des multinationales, il y a plus de quatrième pouvoir. C'est tout le but de mon projet et de Blast d'ailleurs et de certains médias indépendants. Et justement, moi je voyais ça plutôt comme contre-pouvoir, parce que quatrième pouvoir, ça veut dire que ça reste quand même lié. C'est un contre-pouvoir, ouais. Ouais, parce que quatrième pouvoir, c'est plus quand même lié du coup aux autres premiers pouvoirs qui sont liés à l'État. Mais quand tu lis la définition du quatrième pouvoir, il y a contre-pouvoir dedans. C'est juste que maintenant, c'est vrai, il a été totalement modifié, quoi. On peut dire ça comme ça, je sais pas trop, mais il a été détourné, on va dire. Qu'est-ce que j'en pense? Juste que je trouve ça dommage qu'un métier aussi beau que journaliste qui est de sensibiliser, sensibiliser, je pense que oui, on sensibilise par du contenu, comme tout le monde. Ne disent pas forcément la vérité ou cachent des choses essentielles, déjà juste pour l'évolution de l'humanité. Tu peux pas évoluer, l'humain peut pas évoluer, la société peut pas évoluer si tu dis pas qu'il y a un problème en fait, si l'échec n'existe jamais ou si tu caches les choses néfastes. Donc déjà nous on prend grave du retard sur comment se déroule le monde, sur le réchauffement climatique, sur plein de choses comme ça. Pour moi c'est essentiel. Normalement quand tu veux faire du journalisme, parce que moi c'est ce que je voulais faire très jeune, t'as le côté où t'as envie d'alerter, t'as envie d'informer le plus grand nombre, et ça je le vois pas du tout aujourd'hui dans ce qui se fait, et il y a pas le côté lanceur d'alerte qui normalement est ce qui est censé vraiment t'animer, tu vois, et ça vient du cœur, et c'est pour ça que tu veux être journaliste, c'est pour ça que t'as envie d'aller couvrir tout ce qui se passe dans le monde et d'aller percer un peu ce qu'on te dit pas et apporter aussi des nouveaux regards et aller vers des gens, tu vois, qu'on n'entend pas, et en fait se faire un peu le vecteur, toi avec ton micro, de ces voix-là. Et d'ailleurs c'est tout le projet moi avec À Voix Libre, et ça je le reconnais plus, et notamment dans les chaînes d'information continue, et parfois je me dis, est-ce qu'on a vraiment fait les mêmes écoles, est-ce qu'on voit vraiment le monde de la même façon? Est-ce que tu vois? Je suis content de pas avoir fait l'école parce que ça te matrix en fait. Ça te met dans une case. Après c'est bien, ça t'explique des choses, mais où est la vraie valeur du journaliste, tu vois? Sur le côté technique, c'est vrai que ça aurait pu être utile, mais finalement on en a pas tant fait parce que je me rends compte qu'aujourd'hui technique, moi je sais pas ça monter. Je l'ai fait tout seul et regarde je suis désolé, c'est pas mon mais je suis un des gars qui monte le mieux en Reels. Alors je suis pas là j'aime pas dire ce genre de choses, mais il n'empêche que j'étais recruté par Blast. Avant Blast, j'avais un autre média, mais alors que je suis pas du tout dans ce domaine. Tu vas me filer tes cours en ligne ou je sais pas quoi. Mais non, mais c'est juste à force de le faire. J'ai même pas appris, en fait. C'est juste, tu vois, qu'est-ce qui plaît le plus. Ah, c'est pas assez dynamique. Ah ouais, t'essaies. Moi, les vidéos du Meco, au début, elles étaient nulles. Elles sont hyper drôles. Enfin, quand je dis drôle, c'est parce que c'est nul et c'est moche. La charte était pas belle, mais en fait, tu le fais évoluer à force de le faire. Ouais, c'est pour ça que, du coup, je voulais te rencontrer moi. Parce que il y a ce côté, tu vois, hyper artisanal du podcast. J'ai pas un grand micro, j'ai pas, mais en fait, ça fonctionne hyper bien, et je pense qu'il y a des tas de gens qui ont des projets un peu similaires, et ils y vont pas parce qu'ils se disent, il faut tout le matériel, il faut avoir fait une formation, et en fait, pas du tout, et je pense d'autant plus dans des métiers journalistiques. Moi, par exemple, j'aime bien, apparemment, on va parler d'Orelsan après. Orelsan, il dit, il faut juste un téléphone pour faire un film. Enfin, il faut un truc qui filme pour faire un film ou un truc comme ça, tu vois. Je sais plus c'est quoi le horrible. J'essaie de créer une citation d'Orelsan qu'il a pas dite, mais c'est un peu ça, tu vois. Et en fait, c'est vrai, moi, j'ai commencé avec mon iPhone 6S, il était pas ouf du tout. Et un micro, après, j'ai acheté un Zoom, mais je l'ai acheté à 90 € d'occasion sur le bon coin. Le Zoom, c'est ce qui permet d'enregistrer le son. Et après, j'avais le micro de mon pote. En fait, tu peux toujours te débrouiller aussi. T'as des proches qui ont du matos. T'es pas obligé d'avoir la meilleure cam. Et ça, j'avais quelqu'un de chez Meco avant. Je dirais pas son nom. Mais, qui était toujours dans le pro, dans le matériel trop bien et tout. Et en fait, ça nous empêchait d'avancer. Et c'est ultra frustrant. Parce que moi, je suis quelqu'un qui avance avec rien et on y va et juste on le fait. Et c'est ce qui importe. Enfin, ce qui importe, c'est ce que tu montres, ce que tu veux dire aux gens. Et en fait, il était là avec, mais non, mais fais une cam, cette cam, elle coûte 3000 €, mais j'étais en mode, mais non, en fait, tu vois, arrête parce que tu vois, tu mets des bâtons dans les roues. Et en fait, ça m'énerve, cette vision-là, parce que il faut rien pour faire des choses.
Il faut juste un minimum. Ton reportage Blast, il est fait que iPhone. au téléphone, ouais. Ouais, bon après c'est un iPhone 13 Pro parce que bah du coup. Et bah, c'est pas pareil, c'est pas contradictoire d'avoir un iPhone 13 Pro et de. Bah après déjà Blast ils sont pas forcément dans l'écologie, même s'il y a Paloma et moi. Ça reste un média. Il y a des gens dedans qui sont pas forcément touchés par ça. Bon, la plupart quand même parce qu'on connaît le problème société. Donc du coup ça reste un média. Donc eux non, c'est pas contradictoire pour eux. Moi là par exemple je vais acheter le 14 Pro, le 13 Pro pour Umeco en reconditionné. Donc ça reste un peu, bien sûr, et c'est contradictoire aussi d'être sur Meta par le biais d'Instagram, et c'est contradictoire d'être sur YouTube, et c'est contradictoire d'être sur tout. Ah oui, bien sûr. Mais comment tu veux faire pour développer mais je te pose la question parce que je sais que moi les personnes qui m'écoutent, enfin qui écoutent le podcast, elles vont forcément se la poser, tu vois. Bah il faut faire un juste milieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce matériel? Comment tu l'achètes? Est-ce que tu l'achètes neuf? En fait le truc c'est que faut que tu achètes vraiment ce que t'as besoin. C'est ce truc que tu sais quand tu vas acheter, t'as la règle, je sais plus c'est quoi, c'est horrible, je devrais la connaître. Cette règle de ok, est-ce que je vais acheter, est-ce que j'en ai besoin? Ouais, exactement. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais c'est pour ça que ça m'intéressait d'en parler avec toi, parce que moi j'ai ces mêmes trucs aussi. J'assume complètement de tourner à l'iPhone, quoi, mais ça a pu me poser des problèmes dans des milieux militants, parce que finalement on est toujours, enfin, on a tellement, nous, enfin, on a grandi dans les années 90. Comment tu veux complètement te détacher de tout? En fait, c'est hyper dur. Mais en fait, ton impact est juste minime. Et moi, j'ai toujours, depuis mon école de journalisme et tout, en fait, j'ai toujours tout fait avec l'iPhone. Et donc, du coup, je ne sais même pas me servir d'un autre téléphone pour les vidéos, tout ça. En fait, je me suis habituée au format. C'est bête, hein, mais c'est comme toi, je passe par le reconditionné. Bah oui. Et il fait l'affaire, quoi. Ou d'occasion ou quoi, tu vois. Bon, après, bien sûr, on contribue à ça aussi, bien sûr, parce que bah ça reste t'as besoin de choses que d'autres gens ont déjà achetées, mais déjà t'achètes pas non plus des trucs qui viennent de sortir. Donc du coup, tu contribues pas forcément, on va dire, à ce truc de consommation, et puis tu fais vraiment par besoin. Moi, le iPhone 6, j'ai gardé pendant 2 ans sur Umeco, et pourtant il y avait déjà le 11, je crois, ou un truc comme ça. C'est pas grave, genre tu fais avec les moyens, c'est pas non plus. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Apple. Ouais, de ouf, on fait que 2. Après, c'est vrai que leur qualité... Non, je regarde. Mais par exemple, toi, on t'a déjà dit des trucs par rapport à ton iPhone? Parce que moi, on m'a jamais rien dit. Hein. Dans les milieux militants, oui. Et c'est pour ça que dans le hors-série, qui sera un épisode un peu avant le tien, enfin 2 épisodes avant toi, j'explique aussi pourquoi je suis partie de ces milieux-là. Parce que en fait, je trouvais qu'on n'allait pas dans le bon sens à se tirer dans les pattes comme ça. C'est quel milieu? Et non, après, tout ce qui va être un petit peu... Peut-être on va pas désigner du doigt, mais... en fait, non, je peux même pas les désigner. Tout ce qui est de l'activisme vraiment souterrain, tu vois. Parce que moi, j'ai jamais eu de problème et je l'écoute tout le temps. Après, t'étais tombé sur 2-3 personnes qui étaient juste trop extrêmes et on sait tous que l'extrême n'est jamais bon. Mais c'est peut-être le côté aussi où toi, quand t'arrives en fait avec un badge presse, finalement... Ah, c'était pas pareil. Tu vois, c'est mais pas je suis arrivé pareil. avec un badge Umeco, qui est une asso, où on prône vraiment l'écologie, donc c'était pas Blast au début. Mais c'est pour ça, et ça je l'ai compris récemment, que moi mon engagement en fait il fonctionnait mieux avec le podcast, avec tout ce que je peux faire et porter des voix aussi et mettre en lumière des parcours, et que elle était plutôt là ma place plutôt que d'aller vraiment tu vois en action. Mais c'est ça meuf, quelle est ta place dans le monde de l'engagement? Il y en a qui sont là dans l'action et eux ils ont rien, et t'en as d'autres qui sont de sensibiliser des gens qui ne connaissent rien. Enfin, limite pas tout ça. Donc t'es obligé d'avoir du matériel. Et de toute façon, tout le monde n'est pas fait pour, par exemple, partir sur une action, pour, par exemple, tout ce qui va être les bulles régées, etc. Je sais que, par exemple, moi, je suis pas du tout capable d'accueillir ça et de pouvoir un petit peu prendre soin des autres. Ça paraît horrible dit comme ça, mais en fait, c'est vrai. Il y a plein de gens en fait qui ont cette facilité à prendre soin des autres, ou par exemple les gens qui sont dans les métiers du médical, tu vois, qui vont faire médic ou d'autres choses comme ça. Et nous, tu vois, c'est peut-être pas là qu'est notre place, et c'est plutôt par le média. Et je vais un peu accélérer parce que je sais que tu es très pris et déjà tu m'accordes de ton temps, mais moi là où je t'ai redécouvert, c'était vraiment cet épisode que tu as fait avec Blast à Sainte-Soline. Oui. Hein. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont... Ouais. Ça faisait boum, boum, boum. Ouais. Tu devrais ne même plus être là, tu vois. Presque. Mais
Est-ce que tu peux nous parler un peu de Sainte-Soline et aussi, tu vois, cette dissonance médiatique entre ce que toi t'as montré dans ton reportage et ce qu'on a vu dans les médias traditionnels? En fait, c'est simple. D'ailleurs, je suis pas content d'avoir vécu, mais dans le sens où j'ai vécu. En fait, je suis arrivé sur le terrain, comme je l'explique. Je vais pas raconter toute l'histoire. Pour ceux qui ne le connaissent pas trop, c'est entre 15 et 20 000 personnes qui veulent rentrer dans une méga bassine qui est vide. Donc c'est un trou, c'est un cratère, c'est une grosse piscine, géante piscine, on va dire. Et autour, il y a des flics, des gendarmes, excusez-moi, qui ne veulent pas laisser passer ces militants. Dans ces militants, il y a à peu près 100, allez, grand max de 100. Après, tu dis qu'ils ne veulent pas, enfin, qui ont des ordres pour. Oui, bien sûr, toujours. Dans tous les cas, Ouais. on sait tous que, enfin, pardon, ouais, j'aurais été dire, mais on sait tous que les gendarmes ont des ordres du dessus. Et là, notamment Darmanin. On peut le dire aussi. Mais voilà, donc du coup, ils avaient comme ordre de pas laisser passer. Et en fait, en arrivant, à 100 mètres, parce qu'on était comme assez loin, même journaliste ou n'importe quelle personne qui était présente s'est fait bombarder de lacrymo. Donc ça, il y avait pas de GM2L. Donc GM2L, c'est une grenade de guerre, dite de guerre. Alors ça va pas t'exploser tout le ventre, mais par contre ça t'enlève. Il y en a un qui s'est pris dans la trachée, il a été dans le coma, je sais pas combien de temps, presque un mois ou même plus. Là, je sais même plus à quel stade de santé il est. Il y a des gens qui ont perdu des pieds. Enfin, c'est quand même fort. En gros, c'est une lacrymo qui explose. Il y a toute la terre qui se retourne. Limite, ça fait un gros impact. Je vous conseille d'aller regarder ma vidéo de liker. Non, je rigole. Je vais la mettre dans la newsletter de toute façon. Non, mais c'est une blague un peu d'humour parce que c'est assez prenant comme sujet. Et donc du coup, bon, bref, c'est classé guerre. Et donc ça, pour l'instant, il y avait pas. Mais donc du coup, il a envoyé pas mal de grenades lacrymo. Donc du coup, ce qui fait que la violence ramène à la violence et les gens comprenaient pas. Parce que pour l'instant, il y avait juste des champs. Il y avait 3 gros groupes. Dont alors le rose, le jaune. Il faut expliquer aussi que toi t'étais dans le cortège pacifique, je crois, ou enfin t'étais. Ah, non. Moi j'étais justement où je savais où mes images pouvaient être importantes. Sauf que dans le cortège pacifique qui était assez loin, ils se sont fait même bombarder à limite 300-400 mètres. Ils étaient loin de la bassine et je voyais des lacrymos en l'air, on les voyait de loin, on peut les voir dans la vidéo. Et c'est ceux qui ont en fait la grande structure là. Ouais, c'est des gens qui étaient en girafe, avec des bouées de crocodile, enfin tu vois des trucs ridicules. Parce que en fait, pour vous mettre un peu dans le contexte, il y avait 3 groupes. T'en avais un qui était le groupe qui voulait vraiment franchir la ligne et rentrer dans la méga bassine. Donc c'est des gens qui étaient avec des boucliers et qui avaient comme objectif de rentrer, donc de pousser la police. Après il y avait un groupe jaune qui était un peu un semi-groupe qui suivait le groupe bleu, du coup celui qui voulait rentrer. Et à côté de ça, il y avait le groupe rose. Le groupe rose qui était vraiment juste des manifestants, la crème de la crème, où ils sont juste là pour kiffer l'activisme, mais juste c'est des gens qui sont ultra joyeux, qui font de la musique, enfin qui viennent déguiser, etc. pour faire cette action. En gros, ils rentraient si vraiment il y avait aucun conflit et il y avait pas de problème, ils rentraient dans la méga bassine. Ou ils rentraient pas, ils étaient juste là pour dire ok, il y a quand même plein de gens qui sont pas qui ont peur de ça, de la violence, mais par contre on est là pour chanter. Et en fait ces groupes là, il s'est fait bombarder, on le voit dans le complément d'enquête, que le policier, enfin je sais plus si c'est un policier, un commissaire qui dit oh merde, ils sont trompés, enfin tu vois déjà. Mais bon, c'est pas grave, toi t'arrives, t'es là-dedans, qu'ils soient trompés ou pas, ils te bombardent, donc du coup ça te met dans un truc de ah ouais, ils nous attaquent quoi en fait. C'est même pas, ils veulent même pas discuter, il y a pas eu de sommation, il y a rien eu, c'est vraiment de l'attaque. Bref, très peu de temps après, je commence à avoir des blessés. Et là il y a les grenades GM2L qui commencent à tomber. Alors là j'y comprends rien, j'avais pas de boule caisse, j'avais rien, le sol il tremble, mais vraiment on m'aurait dit ou un tyrannosaure qui te courait après ou Jurassic Park, ou vraiment un champ de guerre. Et c'est ce que j'ai ressenti, un champ de guerre, un champ de bataille. J'étais je sais pas, je me voyais dans un film en fait, limite je pensais même pas que c'était la réalité. Et à la fin, bon, je j'explique pas tout parce que je vous laisse aller regarder, mais à la fin, il y a eu entre 4000 et 5000 grenades en 2 heures, ce qui représente à peu près une grenade toutes les 2 secondes. Donc imaginez les boum 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 qui pouvaient les détonations de grenades qui a pu avoir lieu. Donc suite à ça, bien sûr, il y a eu j'étais en choc post-traumatique, je l'ai bien dit. Un stress post-traumatique. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, j'ai été voir un psy, et même le psy m'a dit mais en fait ce que t'as vécu, ça devait être fort, peut-être pas plus fort qu'une guerre, mais quasi, parce que en fait en guerre il y a pas autant de détonations de grenades ou de bombes. Oui, en fait moi j'avais vu un truc par rapport parce que je m'intéresse beaucoup au sujet des soldats, et notamment aux États-Unis, qui sont après dans des sortes de centres en fait, parce qu'ils sont complètement ils sont traumatisés à vie. Et notamment j'avais vu que c'était les détonations
et qu'après en fait du coup le moindre boom dans ton quotidien, même par exemple t'as un enfant, il te fait exploser un ballon, ça pouvait déchaîner des scènes de violence chez eux parce que en fait ces détonations, elles ont un impact sur et notamment moi ce que je trouve scandaleux en fait, c'est que dès lors que t'es là en plus pour la presse, c'est ce que je me suis dit, mais attends, mais moi je suis de la presse, je suis pas journaliste de guerre et tout, enfin genre calme-toi, genre pourquoi je me fais bombarder? Je me suis fait bombarder à 2 reprises, même plus. Mon Kawaii, j'ai un Kawaii on va dire, il a été troué par une grenade lacrymo. J'ai eu 2 grenades GM2L qui sont tombées à mes pieds, on peut le voir dans la vidéo où je suis obligé de partir, où je la vois tomber sur moi, je vais partir en mode cours. Et là elle explose où j'étais en fait. Et donc si je la voyais pas, je visais ailleurs, j'avais le pied défoncé hein. Là je sais même pas si je pourrais être journaliste à l'heure d'aujourd'hui. Et je me souviens très bien, il y a un moment donné, et ça j'ai pas compris, j'étais tout seul, il y avait personne, aucun black bloc, personne à côté de moi, je suis filmé un peu à côté mais très proche, et je commence à partir, et là je ressens une fusée lacrymo, donc pas une GM2L heureusement, mais donc c'est des fusées qui lancent de lacrymo, où il y a 6 palets de lacrymo qui sortent de la fusée, qui me tapent sur le cul. Genre en mode, tu sais, vraiment on me vise en plus, parce que pour taper sur le cul alors que je suis allé à 20 mètres d'eux, c'est vraiment qu'on vise bas. Alors ils ont pas le droit de viser bas, il faut qu'ils visent haut. Et du coup à ce moment-là je me suis dit mais à quoi ils jouent, genre parce que je suis écrit presse sur le casque, j'ai écrit presse sur le bras, enfin ça se voit, je suis pas quelqu'un, enfin genre je suis là pour filmer, on me voit, j'ai une masque, j'ai tout, j'ai toute la panoplie de presse. Et j'ai rien à part un téléphone dans les mains, donc et ils savaient très bien, puis ça faisait 20 minutes que j'étais en train de filmer ce qui se passait tout devant, un peu sur le côté, donc ils savaient très bien qui j'étais, enfin du moins que j'étais un journaliste, etc. Donc j'ai pas capté. Donc voilà, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 camions brûlés et je suis arrivé. Donc moi je pouvais pas publier parce que j'avais pas de réseau, c'est la campagne et tout. Tu vois, c'est bien la vie. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais du coup je suis rentré à Paris. J'ai publié le soir un peu, je sais pas comment je l'ai fait, j'ai réussi, mais je suis rentré à Paris. Et en fait quand j'ai vu les articles de BFM, Darmanin qui disait qu'il y avait pas de grenade de guerre, qu'il y avait pas eu beaucoup de blessés. Il a dit en plus ces gens étaient venus pour faire la guerre. Mais oui. Ça représentait 2%. Je connaissais énormément de gens qui sont allés à Sainte-Soline, ils n'avaient aucune intention de faire la guerre, ils étaient juste là pour être le plus nombreux possible, pour vraiment alerter, et au-delà des méga-bassines, parce que c'était même pas tant les méga-bassines, c'était dire, non mais là on est dans un système qui ne fonctionne pas, et il est temps d'arrêter en fait ces choses démesurées, alors que vous êtes en train de demander en fait la sobriété à tout le monde. C'était plus ça. Ouais, mais c'est ça, c'est la guerre de l'eau. Là, les méga-bassines, je vous ai pas dit, c'est genre, je sais pas, une quarantaine d'agriculteurs qui n'auront pas accès à l'eau qui va être totalement, c'est même pas de la récupération de pluie, donc c'est de l'eau qui est prise des nappes phréatiques directement, qui va être stagnée en plus à l'air libre, donc il y aura des maladies, des virus et des trucs comme ça. Et en plus de l'évaporation par rapport au soleil, donc en gros on enlève l'eau des nappes pour la remonter au-dessus pour qu'elle s'évapore, limite c'est ça. Je sais qu'il y a un nombre de litres qui vont s'évaporer, et en plus de ça il y a que 12 agriculteurs sur je sais plus combien qui vont avoir accès à l'eau en fait, et parce qu'ils sont en agriculture intensive, donc c'est toujours ce truc de surconsommation etc. Donc bien sûr c'est un peu une guerre de l'eau. Donc ouais, c'est assez fort comme sujet. Et qui devient une ressource tellement précieuse. Bien sûr. Aussi ça en fait. Bah oui, là on parle de il y avait plus de 200 villages qui avaient plus accès à l'eau l'année dernière en France, enfin genre c'est énorme. Et donc du coup donc voilà un peu le sujet. Et en fait quand je suis rentré à Paris, moi bien sûr, en plus j'étais ultra stressé quand tu parles des militaires de guerre qui entendent un pétard et ils pètent des câbles. Lundi, parce que je suis rentré dimanche soir du coup, lundi matin j'étais déjà en conf rédac, on me demande alors comment ça s'est passé, c'est incroyable comment ça va et tout. J'ai essayé de parler, j'allais tomber en larmes, donc du coup je pouvais même plus parler. Et en fait ce jour-là je m'en souviens très bien, donc j'ai essayé de faire mon script et tout, j'arrivais à rien sortir, j'étais un chou. Et je m'en souviens très bien, j'étais dehors pour appeler parce que je faisais 3 appels à côté de Blast, et là il y a un mec qui jette juste des bières, tu sais, dans la poubelle. Le gars, j'avais envie de lui fracasser le crâne. Alors que je suis pas violent, je suis quelqu'un d'ultra bienveillant, je vraiment la violence pour moi c'est je comprends pas, tu vois. Genre on communique pas par la violence ça ramène qu'à la violence, et on a pu le voir à Sainte-Soline. Et du coup ce mec là, je me souviens, j'étais des bières, j'étais ultra stressé, j'étais en mode putain mais qu'est-ce qui m'arrive, genre je vais vraiment le taper, tu vois. Donc à quel point tu peux être traumatisé. Et donc du coup en regardant Darmanin, CNews et ça justement dans la vidéo on met des passages, et j'ai vraiment insisté pour mettre ce genre de passage. En fait j'étais juste révolté et dégoûté, et j'ai compris le pourquoi j'en ai fait tout un sens à ma vie en fait. C'est que c'est des mythos, c'est des gros menteurs. On a des politiques qui mentent sur plein de choses et qui n'hésitent pas à mentir devant 60 millions de personnes, enfin plus. Mais voilà. Et en fait ça il faut pointer du doigt, et je comprends pas comment des gens peuvent encore croire à nos politiques. Et ça c'est un truc que je me suis aussi posé la question au tout début de mon projet, quand j'ai dit mais pourquoi nos politiques, nos gouvernements, il va pas sauver des gens
qui sont à la rue et ils vont plus aller mettre de l'argent à côté. Tu vois, c'est un peu ces remises en question sur le système, sur le gouvernement. Moi, je comprends pas qu'il y ait des personnes qui disent que pour eux, la violence policière, ça n'existe pas. Je veux dire, même sur France 2, dans Complément d'enquête, on voit que là, les gendarmes de Sainte-Soline se trompent complètement de convoi, c'est désorganisé ou autre. Et après, ils te montrent vraiment dans les villes. Et pourtant, moi, je suis pas quelqu'un du tout d'anti-police à la base, mais je la vois, cette violence, et je la vois même... moi, à Bordeaux, je la subis maintenant, tu vois. Mais partout. Alors que, tu vois, des fois, je leur fais rien. Juste, je sais pas, tu vois, et j'ai même... j'ai un copain comme ça, il s'est fait agresser par 3 policiers, alors qu'en fait, juste, il sortait de la salle de sport, et il avait sa capuche, et du coup, ils l'ont presque plaqué au sol ou autre, et en fait, juste, il avait froid, et il avait mis une capuche, et en plus, il faisait rien, quoi, il rentrait juste chez lui. Ou alors, Carfa Diallo, il en parle dans l'épisode 2, que tu n'as pas écouté, mais du coup, je vais te raconter un peu. C'est, il a fait une action à Biarritz, où en fait, c'est il y a un quartier de Biarritz qui s'appelle encore La Négresse. Et donc, du coup, il a juste fait une petite action en gare, il a pris un micro, un truc, mais le truc vraiment chill, quoi. Et il a juste fait ça pour alerter sur le fait que la France oubliait en fait son passé colonisateur, négrier, que c'était pas normal qu'il y ait encore ce racisme ordinaire. Et il te raconte en fait dans l'épisode son arrestation, comment il s'est fait plaquer au sol, comment après il a eu une longue garde à vue, il a été en procès, etc. pour une action en fait bienveillante, sans armes, enfin, et c'était extrêmement tendu. Et voilà, et ça je le vois, j'en ai des tas d'exemples comme ça. On peut pas dire que la police n'est pas violente. Non, et puis c'est des pions je suis désolé, mais c'est exactement ce que c'est des pions à des choix politiques, dans le sens où tu parles de répression, c'est de la répression, sauf que c'est de la répression cachée. Ils vont toucher un individu en lui-même et ça va pas être trop médiatisé. Après Sainte-Soline, il y a eu, je sais pas, je crois qu'il y a eu 2 fois 15 personnes qui ont été, donc une trentaine, si je me trompe pas du chiffre. Bref, il y a eu énormément de personnes qui ont été interpellées chez eux, genre perquises, comme si c'était des terroristes. Ils se sont fait emmener, ils ont été en garde à vue pendant je sais pas combien de temps, je sais même plus, je sais qu'il y a des gens qui se sont fait poursuivre. Là, pendant les émeutes, ça a été la même chose. En fait, je dis même pas émeute, je dis révolte. Ouais, c'est des révoltes, carrément. Quand on parle des banlieues, ce serait toujours de l'émeute. Non, mais t'as raison. Mais parce que c'est le terme que tout le monde emploie, mais t'as raison de le reformuler. Et même, j'ai énormément de personnes je connais énormément de personnes aussi, par exemple de dernière rénovation, ou même d'autres milieux associatifs, qui, aussi, ont été en garde à vue, pour un rien. Et là, on parle là, c'est problématique, et c'est là où je parle d'extrême droite, un peu caché, c'est que tu peux pas dire que des gens qui veulent sauver le monde, et qui sont pas forcément violents, parce que bon, il y a peut-être des violents, je dis pas, et si tu veux les arrêter pour faire... Mais tout dépend comment tu définis la violence. Ouais, mais je parle des violents, par exemple, s'ils jettent des boules de pétanque sur des flics ou des cocktails Molotov, alors je sais très bien qu'il y a eu très peu à Sainte-Soline qui en ont reçu, mais il y a eu aussi ce côté-là, c'est important. D'ailleurs, dans la presse de BFM, sur BFM, il disait qu'il y avait 7 policiers blessés et que 2 manifestants. Alors que non, il y a eu 7 policiers blessés, et à voir aussi quelles blessures ils ont eu. Il n'y a pas eu de mort, quasi, c'est impossible. Alors que côté manifestants, on était presque à 2 morts, et il y a eu 200 manifestants blessés, tu vois. Donc, la mesure est pas la même, bien sûr, mais faut dire que oui, voilà, quand on est ultra violent, c'est normal aussi que t'ailles en justice, c'est logique. Enfin, tu jettes une boule de pétanque sur la gueule d'une personne en elle-même, pas forcément un policier, c'est normal qu'il te fasse juger. Toi, si un mec il arrive là, il jette un cocktail Molotov, c'est normal qu'il te fasse juger. Mais tout comme un flic devrait être jugé avec les 2000 grenades qu'ils ont envoyées, avec tout ça. Mais tu devrais faire les exercices qu'on fait dans les milieux militants où du coup on doit se placer pour savoir est-ce que pour toi l'action elle est violente ou pas, est-ce que t'es ok de la faire ou pas. Bien sûr. Et là, on parle plus moi je pense de violence matérielle. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas violent. Sur les violences aux personnes, après, il y avait quand même, et ça j'en parle dans le hors-série, quand la revendication change, ton point de vue sur la violence peut changer, parce que si demain, par exemple, on t'interdit les manifestations, en fait, imaginons, en France, il se passe ce qui se passe en Iran, tu vois, moi je suis obligée de me voiler, j'ai plus le droit à l'avortement, je peux pas manifester, on torture les gens, on doit avoir une pensée unique, une religion unique, moi je suis désolée, je serais prête à tout, tu vois.
Et il y a des grandes luttes et des grands combats qui ont été acquis, malheureusement, par ces violences-là. La désobéissance civile. Mais c'est ça. Ah oui. Et donc, t'as beau être non violent, et moi je suis pas une personne violente, et encore moins sur les personnes, mais le jour où cette société, en fait, parce que déjà, il se passe tellement de trucs dans le monde, je pourrais le dire. C'est important de dire que l'humain, les gens comme ça, qui sont dans l'écologie ou n'importe quelle lutte, c'est pas des gens violents. Ce qui est violent, c'est la politique qui est mise en place, en fait. Bon, en général, qui crée la violence. C'est pas violent, et même c'est pour ça que les gens ont, le grand public a tendance même presque à en rire, parce que ça va plutôt être, on va s'asseoir par terre pour arrêter des voitures, la peinture sur des vitres ou des choses comme ça. Et franchement, c'est pas ce qu'on peut considérer comme violent. Non, moi j'appelle ça faire des actions médiatiques. C'est-à-dire que les gens s'en foutent de tout et ils vont juste voir le problème quand il y a un truc qui va un peu les déranger ou quand les médias vont en parler. Donc comment tu fais? Bah t'es obligé de marquer des tableaux, t'es obligé, ou des vides de tableaux si tu veux. T'es obligé d'aller voir des structures et j'en sais rien, tu fais des trucs chocs pour montrer. Et pour moi, tant que c'est pas violent envers les gens, à part la violence, waouh, il a fait ça, mais ça on s'en fout, je suis désolé, c'est des gens qui ont jamais eu de problème. Mais quand en face t'as des gens qui sont violents et qui n'ont pas de problème à tuer, je sais pas, est-ce que toi t'as vu par exemple le film Athéna? Mais tu sais, ce regard entre le policier et le jeune, en fait, et où chacun peut à tout moment tuer l'autre, et il y a ce moment suspendu, et à ce moment-là, t'as une phrase de Victor Hugo qui apparaît et qui dit il y a pas de mauvais humains, de mauvaises graines, je sais plus. Et c'est pour ça des fois je me dis est-ce que personne n'a compris cette fin ou quoi, de dire en fait il y a pas un bon côté, il y a pas un mauvais côté. Justement, c'est l'humain et c'est comment on l'a divisé derrière, tu vois. Et voilà, bref, j'avais envie de parler de ces films-là. Comment on a divisé l'humain? Là, nous, le gouvernement Macron, il le fait très bien. Je veux dire, quand tu regardes dans Athéna, le CRS, le personnage du CRS dans Athéna, c'est pas un mauvais bougre. Tout comme les mecs de la fratrie haute, mais en fait là c'est un mec, et moi c'est pour ça me fait penser à mon ex, tu vois, qui s'est retrouvé un peu dans la police, soit par hasard, soit parce que il portait les idées de base qui sont censées quand même être de protéger et autres. Et là, il se retrouve complètement embarqué dans quelque chose qui le dépasse. Et voilà. Mais pour moi, on peut pas dire. En fait, au-delà de ça, moi, je vais le dire, je me suis jamais sentie protégée par cette police. Ah non. Mais... Au contraire, je veux dire, quand je me suis fait agresser une fois à Nice, j'ai une plainte qui a été classée sans suite et j'ai eu tous les clichés. C'était il y a plus de 10 ans, mais tous les clichés de et vous étiez habillé comment et autres. Donc on pourrait dire mais ça n'existe pas, mais moi je peux vous le dire, je l'ai, c'est même dans le comment on appelle ça, dans le procès verbal, et c'est lunaire. Et quand plus tard, tu vois, j'ai eu besoin à nouveau, tu vois, d'aller porter une plainte, en fait, j'ai jamais été là à faire cette plainte, tu vois. Et parce que même de toute façon on m'a découragée, ils m'ont presque dit sur place, de toute façon ça fait 5 ans, il y aura pas de preuves, ça sert à rien, ça va être beaucoup de procès, beaucoup pour rien, tu vois. Donc je me suis jamais sentie protégée. Et il y a pas longtemps, il y a un mec que je connais de la boxe qui m'a sorti ça. Il avait partagé la cagnotte pour le policier qui a tué Naël. Et du coup, je veux bien être dans l'acceptation et tout, mais là, mec, je l'ai appelé, je fais mais t'es mon pote, mais là, tu vois, là, il y a une limite. Et il m'a dit ne fais pas de ton cas une généralité. Les policiers sont très bien, machin. Et là c'est pas les policiers, c'est un mec qui a tué, c'est ça le problème. Oui, et je me suis dit, mais on doit pas boire la même eau, tu vois, voilà. Voilà, moi je... Non mais tu vois... Tu veux que je m'active en mode clair aussi? Ouais, non, mais c'est juste que... Non, mais en fait, ne prends pas ton cas. En fait, je pense que nous, on a juste une conscience que d'autres personnes n'ont pas. Bon, il y a plein de personnes qui m'ont dit, j'ai parlé avec un ancien ami, qui lui est pas pro-police ni rien, mais qui est pompier, mais il y a plein de pompiers qui aiment pas aussi ce système et même la police en elle-même. Mais bref, il était vraiment en mode, mais oui, mais ces gens, tu vois, il me disait, en plus, moi, j'ai un avis psychologique et tout, ces gens, j'essaie de les comprendre et tout. Je fais, mais moi aussi, j'essaie de les comprendre. Mais ce que tu comprends pas, c'est que moi, je suis de la presse. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. De base, je dois être là pour vivre la chose. Bon, après, bien sûr, je suis un journaliste engagé. Ça, je l'assume totalement. Mais il n'empêche que je suis vraiment, pas là pour dire, ouais, la police, elle fait ça ou non. Le problème, c'est que je suis devenu ça. Pourquoi? Mais parce que je vais sur le terrain. Sur le terrain, il y a plein de flics,
pendant que tu filmes la nuit, qui mettent comme ça là, avec les lampes torches et qui t'éclatent la lumière pour pas que tu puisses filmer. Ça, dans un média, enfin sur un journaliste, je vois pas l'intérêt, à part cacher des choses, je vois pas le faire chier. Franchement, c'est des petits trous de cul. Pardon, je suis désolé, je le dis clairement. Parfois, ils t'empêchent de passer. Pourtant, t'as la carte de presse. Ils doivent pas t'empêcher de passer. Ils tenacent. Ils ont pas le droit de tenacer. T'es un média. Et j'ai déjà parlé avec des alors attention. C'est pour ça que je dis, moi, j'aime bien la police en elle-même, dans le sens où il y a des gens qui sont ultra bienveillants et il y a même, je pense, plein de policiers qui en ont marre de ce système pourri qu'ils ont et encore plus de ces policiers qui les représentent, qui sont totalement pourris aussi. T'as pas vu le documentaire sur la nouvelle plateforme d'Hugo Clément, là, il a fait c'est tout nouveau. Et il a mis son premier reportage, enfin des documentaires en accès libre, et c'est dans un centre qui est pas loin de Paris pour les policiers et les gendarmes en dépression, en stress post-traumatique et autres. Et faudra que je mette le lien aussi, parce que tu te rends compte de toutes ces vies brisées et de ces mecs qui se sont retrouvés broyés par un système et du nombre en fait de suicides dans la police dont on ne parle pas. Mais moi je comprends pas. Parce que pour moi c'est pas la faute de la population, de ce qui se passe, parce que ça c'est de la souffrance qui juste se rebelle et qui dit à un moment donné on en a marre. Pour moi ça c'est la faute de leur système. Pourquoi ils luttent pas contre ce système? Nous on lutte bien là contre le nôtre et pourtant on sacrifie toute notre vie. Genre là moi je te l'ai pas dit mais j'ai perdu énormément de copines, j'ai pas réussi à avoir vraiment de copines depuis que j'ai mon projet, c'est pas possible. J'ai perdu des amis, j'ai perdu ma famille en Espagne, ça fait 4 ans que je la vois pas. Enfin que j'ai pas perdu mais je l'ai mise de côté. Et moi je pense qu'il y a des moments dans sa vie il faut aussi lutter pour dans le domaine où on est, tu vois. Donc c'est pas simple hein, je dis pas mais c'est en même temps la vie elle est pas simple. Donc du coup OK, il y a plein de problèmes comme ça, ils ont plein de soucis, mais je comprends pas pourquoi ils essaient pas juste de s'il y en a plein, s'ils sont une majorité à vraiment être bons. Après, s'ils sont une minorité à être bons, ça c'est un problème. Mais s'ils sont une majorité à être bons, à se dire, bah ok, bah à un moment donné, on renverse, on essaie de renverser, on n'est pas d'accord. On essaie de créer un genre de police parallèle. J'en sais rien, j'ai pas les idées, moi je travaille pas avec eux, je connais pas les failles, je sais pas comment attaquer leur propre système, mais pourquoi ils le font pas? Moi c'est la question que je me pose. Et bref, et pour en revenir, j'ai un avis un peu négatif sur la police, parce qu'il y a énormément de racisme en fait dedans, il y a beaucoup d'extrême droite aussi. Et enfin je suis désolé mais c'est un fait. Et par exemple quand je vais en manif et qu'on me tape parce que je me suis déjà fait taper alors que je suis de la presse et des choses comme ça, comment tu veux voir la chose? OK, je veux bien j'ai un avis vraiment, j'essaie d'avoir un avis neutre et je me dis OK bah le mec il en a marre, ça fait 3 jours de suite qu'il travaille, moi déjà d'une aussi, tu vois. Il s'en prend plein la gueule, il se prend des galets et tout, mais pourquoi tu vas attaquer un média qui lui il va même pas foutre le bordel et qui va juste faire des images? Enfin tu vois pourquoi? Parce qu'après on va on va tourner nos images par notre interprétation et ça va être néfaste pour eux. Mais moi je tourne juste l'image du côté normal et s'ils font des conneries je les montre. Tout comme je montre des manifestants qui font de la merde aussi, tu vois. Dans le Sainte-Soline on voit un manifestant qui jette un cocktail sur un flic et qui part en brûlant. Ça je l'ai mis et pourtant c'est un fait. Enfin tu vois. Et voilà. Et donc du coup je comprends pas ce côté où il y a aussi c'est la répression, tout ça c'est de la répression, c'est de la dissuasion, c'est en mode maintenant je vais te faire peur pour pas que tu reviennes, tu vois. Comme le gouvernement le fait par la politique, comme n'importe quelle structure le fait, des lobbies peuvent le faire aussi. J'ai des potes qui sont amis des lobbies, qui est youtubeur, qui fait de la création de contenu, il s'est foutu de la gueule des lobbies de la viande et il s'est fait attaquer en justice. Heureusement il a rien eu parce que en même temps il dit des vraies sources. Mais voilà. D'ailleurs, en revenant sur ça, c'est pour ça que je dis que les journalistes engagés ils sont 10 fois mieux que les autres journalistes parce qu'ils ont déjà une pression à se faire attaquer et par le gouvernement ou par un mec quelconque ou la police par exemple si t'envoies une image ou par des lobbies parce qu'ils vont toujours ils vont vouloir que tu parles pas, que tu fasses pas des choses comme ça et donc tu devras toujours envoyer des sources. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que je suis pas dit sur ça parce que je vais te le dire dans l'interview et je pense que les journalistes engagés qui sont juste pas engagés, qui sont juste vrais on va dire, bah c'est engagé parce que finalement il y a toujours un méchant dans les histoires et qu'on pointe du doigt. Enfin, un méchant, ça dépend. Il y a toujours des choses. On doit faire attention à tout ce qu'on dit et c'est pour ça que je trouve que les journalistes engagés ont beaucoup plus de valeur journalistique et réelle que n'importe quel journaliste qui va être sous Bolloré ou ouais, il y a tellement de trucs qui me viennent en tête, tellement de sources et tout. Mais oui, non, en fait, c'est pas ça. C'est que je sais que ton temps est compté et que j'aurais dû prendre 3 heures de plus avec ton secrétariat personnel parce que là, je pense que tu vas plus avoir beaucoup de temps. Est-ce que t'en as encore un peu ou est-ce qu'on enchaîne pour conclure sur banlieue climat rapidement et On peut enchaîner sur banlieue, je dois avoir 10-15 minutes.
dit-il en vérifiant. Son téléphone. Ça va faire une petite pause. Tu veux que je comble en attendant Non, le juste, silence avec des citations d'Orelsan? Ok. 12h25. Ça va? Ça va. Allez. Il est 12h25? Non. Ah. Oui, non, après, ouais. Parce que toi aussi, t'as ton train. Oui, j'ai mon train, donc c'est un peu compliqué. Ouais, parce qu'en fait, je crois qu'on va devoir refaire un épisode où faudra... Ah ouais? Parce que, ouais, non, mais enfin, je vais garder celui-là, évidemment. Mais c'est tellement intéressant. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, et donc c'est beaucoup trop court, 1 heure. Mais oui, ça va faire un changement de sujet un peu brut, mais tu nous parles un peu de banlieue climat pour... Bien sûr, là, j'étais un week-end, justement après... Alors, attends, comment t'as dit? Les révoltes? Ouais, parce que bizarrement, non, mais c'est toujours les t'as banlieues, tu vois. Non, mais t'as raison. Donc, c'est après les révoltes, et donc, du coup, je connais bien Ferris, qui est un des cofondateurs de Banlieue Climat. Et en gros, c'est une asso qui va aller former les jeunes de banlieue à l'écologie, et en fait, elle va les emmener, là, ils ont été à la CUSA. Je me suis fait inviter et tout, c'était grave cool. J'ai passé un super week-end. Et en fait, le but, c'est de les former à l'écologie, à l'urgence climatique, et de les montrer un peu par le biais du sport aussi, des randos, etc. Là, on a été sur des glaciers, donc du coup, de montrer la réalité de l'urgence climatique, du réchauffement climatique, par rapport à ce qu'eux ont appris. Donc oui, ils font un petit week-end formation comme ça. Ils ont fait une formation avant, et après, ils en ont fait une deuxième sur le camp. Et en fait, moi je trouve ça trop bien. Les jeunes finalement, ils sont ultra sensibles à ça. Mais on les montre jamais, ces jeunes-là. On les montre jamais. Je suis en train de faire une interview, mais sinon je t'en parlais, Saïd. Ouais, je vais un peu longtemps à la faire parce que là, je suis un peu comme d'hab, hein, full de travail et d'engagement. Et voilà. Et donc du coup, je trouve ça génial parce que c'est vrai que quand on regardait là, tu disais, tu m'as sorti un truc sur CNews. T'avais écrit quoi? C'était le mec qui disait que c'était des enfants gâtés. Les jeunes sont des enfants gâtés. Ce qui est marrant, c'est gâtés que... avec leurs iPhone 14 et machin, mais il est déjà allé en banlieue, en fait, ce mec, ou... Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils sont gâtés, mais ils ont même plus le droit de sortir dehors la nuit parce qu'ils se font contrôler H24 par la police. Vas-y, je peux le dire, je pense. J'ai un ami qui était CRS, il a voulu quitter la police parce que... et je lui fais entièrement confiance. Puis aussi c'est mon rôle de journaliste, parce que il y avait 4 ou 5 CRS avec lui qui voulaient en banlieue, qui voulaient aller en banlieue pour casser des gueules, quoi. Et en fait, il s'est dit, lui, il était champion de course en montagne, il s'est dit, mais moi c'est pas du tout de mes valeurs, tu vois, je rentre dans la police parce que j'ai envie d'aider, on va dire, un monde de délinquance ou j'en sais rien, je sais même pas comment il a pensé ça. Et donc voilà. Et donc du coup, dire que c'est des gens privilégiés, pas du tout. Ils sont enfermés, ils sont entre eux, ils sont pas du tout, je sais plus le terme. En fait, moi, la vie a fait que j'ai eu énormément, inclus dans un système. Ouais. Enfin, je dis énormément. Mais en fait, les hommes qui ont partagé ma vie venaient souvent, c'était marrant, ils avaient grandi, j'en avais un, il avait grandi à La Courneuve, et il était devenu médecin, et aujourd'hui, le mec, il a complètement changé de vie, il est propriétaire de je sais pas combien d'appart, et du coup, on se comprenait pas parce que lui était plus dans des valeurs capitalistes et moi non. Mais il me racontait un peu son enfance là-bas, et finalement, mes 2 autres compagnons, ça a été la même chose. C'est des mecs qui sont issus de l'immigration et qui, pour beaucoup, ont vécu en banlieue ou en HLM, et ça m'a fait comprendre plein de choses. Et on leur dit à ces mecs-là, en fait, ils ont aucune chance parce qu'ils ont des lycées qui sont nuls, ils ont pas de possibilité de faire des activités en dehors, les parents ont pas forcément les ressources, ou même ne serait-ce que les ressources culturelles ou la maîtrise du français pour les aider en fait dans les devoirs, dans les études. Et bon bref, je sais plus quel était le début de ma phrase, mais pour dire que je comprends un peu ces réalités-là, et que dire que ces jeunes des banlieues sont des enfants gâtés, c'est vraiment se tromper, parce que qu'est-ce qu'on leur offre, nous, à ces jeunes? Et là, je pense qu'avec Banlieue Climat, tu montres qu'en fait, quand tu leur proposes des choses, quand tu leur amènes le sport, quand tu leur proposes des ateliers, quand tu leur proposes... c'est des jeunes qui sont hyper ouverts, mais attends, qui peuvent amener plein de choses. C'est des humains comme les autres. C'est ouais. Clair, en fait, c'est ça. Tu dis que c'est des jeunes, mais oui, mais c'est des jeunes comme n'importe quel jeune, en fait. C'est juste, faut arrêter de... Oui, mais aujourd'hui, on a tellement tapé sur la jeunesse, et
tu dis ça, mais regarde les chaînes d'infos en continu, regarde comment on parle de cette jeunesse-là. C'est ça. Mais parce que c'est des nous, chaînes on le sait, qui sont racistes, comme nous. Je suis désolé, mais c'est du racisme. Voilà. Il a dit ça, voilà. Non, mais donc voilà, donc en réalité le projet était trop cool. Ils ont fait un partenariat avec Yambi qui est une asso qui intègre des réfugiés par le biais du sport en montagne. Donc elle fait de la réinsertion sociale, un peu aussi leur apprend à parler français et tout, donc c'est grave stylé. Donc ils ont un peu pu se mélanger et tout. Non, c'était vraiment trop cool. Puis même moi j'ai appris des choses finalement et puis j'ai rencontré des gens formidables. Franchement, faire ce genre de reportage change aussi Sainte-Soline. Mais voilà, il y a une réelle importance aussi à aller écouter des gens de banlieue. Et c'est marrant parce que là il y a 2-3 médias et pas tous malheureusement, dont Blast et moi aussi avec Umeco, qui veulent vraiment aller en plus en banlieue. Moi j'ai déjà prévu 2 reportages pour l'année prochaine en banlieue. Je les dis pas parce que il y en a un qui est très engagé, puis l'autre c'est sur un moniteur qui fait justement des activités sur l'écologie et tout en banlieue, donc je trouve ça trop cool. Il part même parfois en voyage et tout, je trouve ça trop bien. Et un peu comme Banlieue Climat. Donc tu vois, il y a plein d'autres associations ou mouvements comme ça qui proposent un peu les mêmes choses, donc aller parler de ça, puis aller aussi les aider quoi. Ouais, moi c'est un thème qui m'a toujours intéressé, et je pense parce que j'ai beaucoup écouté Diams dans ma jeunesse, et quand t'écoutes les paroles, et je conclurai sur ça, on se rend compte qu'en fait on en est toujours au même point et qu'on n'a pas tiré les enseignements. Donc réécouter Ma France à moi, tu vois, de Diams, il y avait déjà toutes les clés dedans. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le plan Borloo, tout ça, ça a été abandonné. Et donc qu'est-ce qu'on a fait pour ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on a fait pour ces quartiers-là? Rien. Bon, je crois que j'arrive à la fin de ton sablier, c'est un peu comme dans Fort Boyard, tu sais. Je suis désolé. Non, il nous reste 9 minutes, si tu veux. Non, écoute, comme ça on aura plus de temps quand même pour pas partir trop tu vois. Ouais, je commence à me mettre pas trop dehors, mais est-ce que juste tu nous sors tes citations d'Orelsan Là, je les ai pas comme ça. Parce que mais à chaque fois qu'en fait j'écoute des interviews si de toi. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais tu sais pourquoi j'ai mis ça? C'était pour t'embêter, c'est en fait dans chacune des interviews que tu fais, il y a toujours Orelsan a dit ça, comme l'a dit Orelsan. Je me dis mais en fait, c'est genre sa référence quoi. Tu le casais partout. Il est fort Orelsan dans le fait de se voir à travers lui. Nekfeu aussi est très fort dans ça. Non, c'est juste des gens je sais pas si c'est parce que c'est un peu de l'auto-entrepreneuriat ce qu'il fait et qu'il a eu du mal à réussir pour en être où il en est. Il y a énormément de choses où je me retrouve où je me retrouve moins dans ses textes, et notamment il y a aussi le truc de si ça serait plus si facile, tout le monde le ferait. Et il a totalement raison, parce que je vois que j'en bave beaucoup avec Umeco par exemple. Et je sais pas, il y a énormément de choses, et là je les ai pas forcément toutes. Je les ai surtout quand je chante. Mais non, franchement moi celle où j'aime le plus, c'est vraiment il te faut rien en gros pour réussir, et là je te le dis à ma manière, c'est vraiment il te faut un minimum, et quand t'as ce minimum c'est déjà énorme, et en fait juste tu fais avec ce que t'as, et si t'as besoin de plus, au pire tu travailles à côté, j'en sais rien, et tu te payes un truc, et après tu fais évoluer ton marché, enfin ton matériel, ou alors tu fais ça comme moi j'ai fait pendant 2 ans avec Umeco, et tu crées des petits partenariats, ou j'en sais rien, t'es un peu rémunéré, et puis là tu vas t'essayer de faire payer. Après il y a un truc que j'ai dit aussi dans mon changement de vie, quand on est dans un système de en fait on t'oblige à survivre, et donc quand on t'oblige à survivre, donc avoir de l'argent pour payer ton loyer, pour payer la bouffe à tes gosses ou ta bouffe à toi, c'est difficile de dire maintenant je vais arrêter pendant un moment et je pense à moi, ce que je veux vraiment être sur terre, et vraiment vraiment pour aller à fond et croire en moi. Et en fait c'est important de se détacher de ce système là, donc il faut aussi se donner les moyens de le faire si tu peux le faire, parce que je sais très bien que moi j'avais mon loyer à 150 €, j'avais économisé quand même pas mal d'argent, mais après voilà après j'ai eu le chômage aussi. Moi je peux dire aux gens, servez-vous du chômage, c'est votre argent, je suis d'accord, j'ai mon pote à Paris qui comprend pas, il me dit oui mais c'est le système, hein. Je dis non mais t'inquiète pas, la plupart des gens qui sont en chômage, c'est pas des gens qui se tournent les pouces, ils montent des projets en fait. Il faut. Puis après pas lâcher, malheureusement. Moi là avec Umeco, encore maintenant je suis chez Blast et Umeco. Avant Blast j'étais chez People, je faisais du stream sur Twitch et Umeco. Et avant j'étais même j'ai repris un peu l'hôtellerie de nuit à la Orelsan, et j'ai bossé sur Umeco, et j'étais éclaté. Mais il faut savoir passer par des moments difficiles pour aussi réussir un projet, je pense. Et c'est là où on en vient à si c'était si facile, tout le monde le ferait. L'Orelsan. Mais voilà.
Non mais c'est une belle conclusion. Ouais. Et je pense ça donne aussi de l'espoir pour À Voix Libre et pour ma rentrée qui s'annonce. Donc c'est bien, tu me donnes aussi des réponses Trop bien. pour ma vie. Mais on se recroisera. En tout cas, merci pour cet échange. Pas de soucis. Comment on dit en espagnol Muchas gracias. Adios. Ouais. Muchas gracias. Non, bah gracias, encore je l'avais. Nos c'est bon. vemos pronto. Ça veut dire on se voit bientôt. Et ben voilà. Ça. Vas-y. Pronto. En italien, pronto, c'est allô, tu vois. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Vale. Muy bien. À bientôt, José. À bientôt. Cet épisode aux côtés de José est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que ce soit le cas ou non, je serai très touchée d'avoir vos retours. À Voix Libre est sur Instagram et comme à chaque épisode, vous pouvez recevoir la newsletter en vous abonnant via avoixlibre.substack.com. Chers auditeurs et auditrices, vous avez 3 missions désormais. La première, c'est d'aller suivre José sur ses réseaux et ceux du MECO. La deuxième, de le convaincre que l'on peut vivre hors de Paris, dans le monde médiatique et culturel, et que je n'attends que lui pour mettre ce projet en œuvre. Et enfin, la troisième, lui suggérer de venir refaire un autre épisode, puisque nous avons encore beaucoup à nous dire. Grâce à José, j'ai aussi augmenté mes chances d'un jour tomber amoureuse d'un bel espagnol. Car pour conclure, voilà un petit extrait en coulisses du moment où nous testions le micro autour d'une leçon d'espagnol. C'est José. Bonjour, vous êtes chez Umeco. Estoy aquí. Estoy aquí. Vamos a hablar de mi vida. J'ai dû aller voir sur Google comment on disait ça. Estoy aquí. Comment on disait je suis là. Tu vas le dire dans ta... Mais moi je sais dire que una cerveza... Una cerveza. Una cerveza, por favor. Cerveza. Una cerveza, por favor. ¿Dónde es el baño, señor? ¿Dónde está el baño? Voilà pour ce qui peut se passer parfois en dehors de l'interview. C'est pour ça que je regrette jamais mes choix d'invités, toujours amusants, bienveillants. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'être toujours fidèles à nos ondes. Je vous souhaite une très belle rentrée et remercie Alexandre Berthelin aux platines de montage, ainsi qu'Ali, notre dessinateur, et Florent, le compositeur du thème. D'ici là, n'oubliez pas, engagez-vous.